Mardi 29 mai 2018, boulevard d'Avroy, dans le centre-ville de Liège. Il est 10h34 lorsqu'un homme armé sème la terreur. Bonsoir, personne ne s'attendait à cela ce matin. La menace des attentats, le sentiment d'insécurité ne se faisait plus vraiment ressentir, mais vers 10h30, des tirs ont retenti en plein centre-ville de Liège. Deux policières et un jeune homme ont perdu la vie avant que l'auteur des coups de feu ne soit abattu par la police. Il s'agit de Benjamin Herman, un détenu de la prison de Marchand-Famenne qui est en congé pénitentiaire. La nuit avant, il a également sauvagement assassiné un ex-codétenu à Hon, près de Marche. L'attentat est revendiqué 24 heures plus tard par le groupe terroriste État islamique. Bientôt 3 ans après, des questions sont toujours en suspens. Comment a-t-il pu passer à travers les mailles du filet? Était-il réellement radicalisé? Et quelle a été l'influence de la prison sur Benjamin Herman? L'homme n'est pas bon, c'est une bête en puissance. La prison, l'enfermement, la privation de liberté provoque quasiment ipso facto la radicalisation des points de vue. On ne se radicalise pas, comme on peut souvent l'entendre, du jour au lendemain. La seule personne qui aurait pu répondre à cela, c'est lui-même. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres Benjamin Herman. Ces dernières années, le niveau d'alerte face à la menace terroriste a été revu à la baisse en Belgique. Mais quelles mesures sont prises pour éviter de nouvelles attaques du genre? Finalement, comment éviter la radicalisation? Made in prison. Benjamin Herman est originaire de la petite ville de Rochefort, en province de Namur. Dès 16 ans, il connaît sa première détention et enchaîne ensuite les allers-retours dans différentes prisons pour de la petite délinquance. Il devient alors toxicomane. Deux ans plus tard, durant un congé pénitentiaire à la prison de Lantin, il commet un nouveau vol avec violence et écope de 4 années de détention supplémentaires. Benjamin Herman passe ainsi 14 années de sa vie derrière les barreaux. Il aurait normalement dû être libéré en 2020. C'est ici, derrière les murs de la prison d'Arlon, qu'il décide de se convertir à l'islam au contact d'un codétenu. Nous sommes alors en 2012. Passer de la religion chrétienne à la religion musulmane, d'abord, ce n'est pas interdit. Il faut savoir que les détenus, s'ils le veulent, lorsqu'ils entrent en détention, ils doivent déclarer leur appartenance ou non à un culte religieux. Mais s'ils le souhaitent, ils peuvent changer en cours de route. Donc, est-ce que le passage d'une religion à une autre doit attirer l'attention? Oui, ça doit attirer l'attention, mais pas systématiquement sur le fait d'une radicalisation. Le plus souvent, c'est pour changer de régime alimentaire et parfois, c'est pour débuter un trajet de radicalisation. Nous avons rencontré un ancien détenu qui a côtoyé Benjamin Herman avant 2017 à la prison de Marche. Il a souhaité garder l'anonymat et est joué par un comédien. Nous l'appellerons Karim. Nous avons également pu nous entretenir avec un psychologue de prison qui a souhaité rester anonyme pour que l'on ne puisse pas reconnaître la prison pour laquelle il travaille. Il sera lui aussi interprété par un comédien que nous appellerons François. Les groupes avec intention de recrutement vont faire ça au quotidien. Les recruteurs brassent un ensemble de personnes en allant à la recherche d'adhérents. Ça se fait autant en prison qu'à l'extérieur, mais comme ces personnes sont enfermées 24 heures sur 24, le processus peut être accentué. Ça se fait plus directement. Tous les vendredis, on allait au culte et quand on le voyait, il était intégré dans la population musulmane. Un musulman, on ne va pas se refuser quelqu'un qui veut se convertir. Alors toute personne peut se convertir à l'islam, après voilà, c'est dans la foi, c'est dans le cœur tout ça. Benjamin Herman, il était sous la protection des frères mus. Pour moi, c'était plus pour assurer sa défense et sa sécurité en prison qu'il les a rejoints. En milieu carcéral, les contacts entre les détenus sont réguliers. Selon plusieurs rapports, Benjamin Herman aurait eu des contacts à la prison de Lantin avec Fouad Benane et à Marchand-Famenne avec Yassine Dibi. Ils seraient tous les deux des prosélytes, des radicalisateurs comme on les appelle aussi dans l'univers carcéral. Mais les derniers échanges de Benjamin Herman sont plus inquiétants. Il côtoyait Joe Leclerc à la prison de Marche, un de ses codétenus à l'époque. Les deux hommes se parlaient souvent et auraient eu pour objectif de se procurer des armes. Joe Leclerc aurait même demandé un congé pénitentiaire en même temps que Benjamin Herman, mais il lui aurait été refusé. Lors d'un interrogatoire de la police après l'attaque de Liège, un détenu raconte:
J'ai remarqué un changement dans le comportement de Benjamin Herman courant 2017 lorsqu'il s'est rapproché d'un autre détenu prénommé Joe. J'ai pu observer qu'il tentait de manipuler certains détenus. Il parlait en arabe avec eux. Je l'ai interpellé en lui disant que j'avais compris son manège. Concrètement, je le suspectais de faire du prosélytisme religieux envers des détenus. J'ai appris par la suite que Joe était suspecté de faits liés au terrorisme. C'est une gardienne de la prison qui me l'avait expliqué. Il est clair qu'il y a toute une série de problèmes dans le milieu pénitentiaire, tels que la surpopulation par exemple, des problèmes qui font que, à certains moments, il y a des prévenus qui se retrouvent mélangés à des condamnés, des gens qui se retrouvent donc au préau, ils discutent entre eux, ils parlent de football, ils parlent de femmes, ils parlent de leur détention, ils parlent de leur dossier, et peut-être qu'ils parlent d'extrémisme. Et le fait que le détenu X parle au détenu Y qui serait un extrémiste ne veut pas dire que X est lui-même sujet à l'extrémisme. C'est imparable. On indique que certaines personnes autour de lui sont des personnes qui sont peut-être dangereuses, source de radicalisme, source de problèmes, mais lui-même, l'auteur des faits, il n'y a aucun élément permettant de dire qu'à ce moment-là, un service, des personnes étaient informées qu'il était potentiellement un individu dangereux et que la première des questions, est-ce que oui ou non le congé devait-il être accordé ? Arrivé au tiers de sa peine, la loi autorise Benjamin Herman à faire une demande de congé pénitentiaire. On lui permet alors de quitter la prison pendant quelques heures. Il bénéficie au total de 14 congés, sans encombre ou presque. Le 22 février 2016, Benjamin Herman décide de ne pas rentrer de son congé à la prison de Lantin. Il commet un nouveau vol avec effraction. De retour à la prison de Marchand-Famenne, son dernier congé est octroyé le 28 mai 2018. Il a purgé sa peine et on lui a permis de prendre un congé. C'est parce qu'on estimait à ce moment-là, de l'analyse même des directeurs de prison et des rapports internes, qu'il était dans les conditions, pas uniquement légales, mais qu'il ne présentait pas une dangerosité. Donc c'est un élément supplémentaire, puisque ce n'était pas la première fois qu'il obtenait un congé. Il faut savoir que des détenus qui sortent en permission de sortie, en congé pénitentiaire, il y en a tous les jours, par dizaines, voire par centaines dans nos prisons, qui réintègrent l'établissement au terme de leur sortie sans avoir commis de délit ou de crime. Donc, effectivement, il y a eu un couac qui n'était vraisemblablement pas prévisible, mais ça ne doit en aucun cas remettre en cause le fonctionnement de l'ensemble du système qui, globalement, fonctionne assez bien. Lundi, dans la journée, Benjamin Herman se rend à plusieurs reprises chez Michael Wilmet, un ancien codétenu, mais il n'est pas chez lui. Il revient vers 22h, son ami lui ouvre la porte. Vers 3h20 mardi matin, Benjamin Herman agresse Michael Wilmet en lui portant plusieurs coups de marteau sur le corps et des coups de hachette au visage. L'ex-codétenu perd la vie. Benjamin Herman prend la fuite et disparaît des radars. Le fait d'avoir tué son ex-codétenu, ça n'a pas aidé dans le processus dans lequel il s'est trouvé. Il semble être en pleine perdition. Donc voilà, moi j'ai pas la réponse complète, mais ce genre d'acte, évidemment, ça n'aide pas. On voit l'agressivité qu'il habite, on voit tout le potentiel dont il est capable, et il le démontre. Moi, j'ai pas la réponse. La seule personne qui aurait pu répondre à cela, c'est lui-même. Il a un conflit avec un ancien détenu, il le tue, et là, quelque part, il est dans un tunnel, quoi. Il sait que s'il retourne en prison, ça ne va pas être pour peu de temps. Et là, quelque part, il bascule dans une autre dimension, et toute cette espèce d'environnement qu'il a connu au niveau salafi lui revient en mémoire, et puis il décide d'en finir en martyr. Déjà, s'il a tué son compagnon de cellule, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça, c'est logique. Ou alors le gars, il a un grain dans sa tête. Les frères musulmans, ils disent « Ouais, pour être musulman, il faut être bien avec tes proches, avec les gens autour de toi. Tu viens, tu tues ton compatriote, ton compagnon de cellule. Mais qu'on arrête. C'est plus un musulman pour moi, c'est un déglingo, c'est un fou. C'est un fou qui prend le prétexte de l'islam. » Les enquêteurs parviennent à reconstituer le trajet de Benjamin Herman à partir de Marlois, mardi matin.
Il décide de se rendre à Liège. Il est alors 8h05 lorsqu'il embarque. À partir du moment où il a quitté la scène de crime et il est venu sur Liège, à ce moment-là, c'était prémédité, puisqu'il a embarqué dans son sac, j'ai oublié le détail, mais un couteau, un marteau, je ne sais plus, des trucs comme ça. Donc il allait pour perpétrer, disons, son action. Mais avant, moi, je ne pense pas, ça c'est mon opinion, mais c'est juste une opinion. Donc je ne pense pas qu'au moment où il est parti en congé pénitentiaire, il avait ça dans la tête. Il y a un ensemble d'éléments de passage à l'acte divers, dont l'agression qu'il a à l'égard d'un de ses ex-codétenus. Et si M. Herman avait eu directement l'intention de poser un geste à l'égard des représentants de l'ordre, et si nous sommes dans la lecture des processus terroristes, il serait allé de manière beaucoup plus directe. 1h15 plus tard, Benjamin Herman arrive en Cité Ardente. Il se rend vers le boulevard d'Avroy en empruntant plusieurs rues du quartier Jean-Fosse. On aurait peut-être pu avoir davantage d'indices permettant donc non pas de prévoir, mais de mettre en garde par rapport à ce type de profil. Mais est-ce que ces indices étaient bien portés à la connaissance de tous les acteurs? Ça, c'est la question qui reste aujourd'hui en suspens. Je pense qu'au niveau pénitentiaire, il y a eu un problème, quoi. Je pense que les signes, disons, qui m'ont quand même été rapportés de différentes sources de radicalisation, encore une fois, je suis très prudent avec le terme, auraient dû être mieux pris en compte. Alors, quand moi je lis le dossier, je vous dirais qu'il n'y avait pas d'éléments. Aujourd'hui, le fait de... Ou alors vous dites que tous les musulmans seraient potentiellement des radicaux, ce que je ne pense pas du tout. Il faut vraiment s'écarter. Il donnait, je dirais, il apparaissait comme étant un musulman pratiquant, et rien de plus. Le Rochefortois arrive face au café des Augustins sur le boulevard d'Avroy. Il est environ 10h30, le cauchemar débute. Va te faire foutre avec ta Syrie, connard! Abattez-le! Abattez-le! Il commence à s'en prendre à 2 policières. Lucille Garcia se fait poignarder une première fois au cou et une deuxième fois au flanc. Sa collègue, Soraya Belkacemi, tente de se défendre, mais Benjamin Herman arrive tout de même à lui donner 4 coups de couteau. Les 2 victimes blessées, l'agresseur s'empare alors des armes des policières avant de les abattre d'une balle dans la tête. L'assaillant ne s'arrête pas là. Il rentre dans le café des Augustins, mais les personnes présentes à l'intérieur ont eu le temps de s'enfermer dans la cuisine. Benjamin Herman ressort et tente alors de rentrer dans le restaurant Huggies Bar, fermé à cette heure-là. Le tueur remarque ensuite qu'une voiture est à l'arrêt. À bord, un étudiant de 22 ans, Cyril Van Grieken, et sa maman. Elle tente de démarrer, mais cale. Benjamin Herman tire alors 2 fois en criant « Allahu Akbar ». Il s'approche, casse la vitre de la portière avec la crosse de son arme avant de tirer 2 autres balles sur le jeune étudiant. Cyril décède sur le coup. Enfin, la police ne répond pas ici. Ils sont là déjà, ils ont appelé du renfort. T'as de la chance, je suis pas armé, t'aurais déjà un pied dans la tombe, connard! Attention. Attention, il peut... Attends, ouvre un corps, connard! Abattez-le! Connard, va! L'auteur de la fusillade se dirige alors vers le lycée de Waha, situé à quelques mètres. Il prend en otage la femme d'ouvrage qui se trouve à l'entrée du bâtiment. Regarde-moi, je vais te poser 2 questions. Tu es musulmane? Oui, je suis musulmane. Et tu fais le ramadan? Oui, je fais le ramadan. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai rien du tout. Tu n'es pas au bon endroit. Tu es dans une école ici, il y a plein d'enfants. Il tire alors sur la fenêtre qui donne sur la cour de l'école. La dame hurle et pleure. Ne pleure pas, arrête de pleurer. Il faut que tu pleures pour tes frères palestiniens et syriens. C'est pour eux que tu dois pleurer. Je pleure tous les jours quand je vois tout ça à la TV. Là, je ne pleure pas pour ça. Je pleure parce que je suis stressée et angoissée. Moi, je suis belge, converti à l'islam. Allahu Akbar. Viens, on sort pour se rendre tous les 2 et il ne se passera rien. Non, je veux laisser mijoter la police. Je veux les faire bouillir.
Benjamin Herman demande à la dame d'ouvrir la porte pour dire aux policiers de partir. L'action se répète pour permettre à l'assaillant de lancer sa carte d'identité vers les policiers afin de le reconnaître. Le tueur tente alors de s'en prendre aux policiers liégeois qui ne lui laissent aucune chance. Benjamin Herman est abattu, criblé de 25 balles. La tuerie prend fin. Toute mort d'homme surprend. Mais je pense que nous sommes naïfs de croire que l'homme est bon. L'homme n'est pas bon. C'est une bête en puissance. La seule chose, c'est qu'il y a d'une part l'éducation, et puis il y a toute une série d'autres éléments. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres Benjamin Herman. Revenons à l'audition où le détenu soupçonne l'implication de Joe Leclerc, l'homme avec lequel Benjamin Herman avait des contacts en prison quelques mois plus tôt. J'ai appris cela à la télévision. J'ai été évidemment choqué et suis complètement en désaccord par rapport à ce qu'il a fait. En tentant de comprendre, j'ai de suite pensé que Joe était derrière tout cela. Le lendemain des faits, j'en ai fait rapport à un directeur de la prison. C'est pas surprenant dans la mesure où on s'attendait potentiellement à ce genre de dérapage au vu du nombre de détenus qui à l'époque étaient incarcérés et suspectés de radicalisation. C'est pas surprenant, mais évidemment c'est toujours un cas de trop. L'attaque fait au total 4 morts avec l'assaillant, mais également 4 blessés. Les faits sont qualifiés de terroristes et Daesh revendiquera l'attaque 24 heures plus tard. Pourtant, bientôt 3 ans après la tuerie, une grande question reste sans réponse. Benjamin Herman était-il radicalisé ? Je n'ai aucune idée à propos de l'état de radicalisation islamique ou islamiste de Herman, mais ce que je sais, c'est que la prison, l'enfermement, la privation de liberté provoque quasiment ipso facto la radicalisation des points de vue. Le thème radical ne veut pas dire encore que vous passez à l'acte. Donc avoir des idées, et aujourd'hui, c'est tout à fait logique. La problématique, c'est de vouloir passer à l'acte, de vouloir mettre autrui un danger, une haine, et de vouloir attenter soit à l'individu, soit à l'État, la démocratie. Donc il n'y a pas, dans la lecture du dossier, d'acte d'éléments de radicalisme extrême. Ça veut dire l'extrémisme permettant de penser qu'il va y avoir un passage à l'acte. Je ne vais pas m'avancer pour dire s'il était radicalisé ou non, et associer son passage à l'acte juste à ça, je ne serais pas aussi catégorique. Il y a eu beaucoup d'influence en prison, mais de là à dire qu'il était radicalisé, pour moi, non. Pour revenir sur Joe, je vous signale que j'étais particulièrement attentif à lui car, comme dit plus haut, je savais qu'il tentait de radicaliser des détenus. Pour moi, Joe présente une personnalité de meneur et pourrait avoir une certaine influence sur Benjamin. Depuis que Benjamin a commencé à parler à Joe, il y a eu un changement significatif dans son comportement. Il sortait beaucoup moins de sa cellule, était beaucoup plus isolé par rapport aux autres détenus et il priait davantage. Benjamin ne parlait plus comme avant. Pour moi, c'était flagrant. Il était plus rigoureux dans ses sorties au préau, sortait uniquement lorsque Joe était dehors également. Benjamin Herman a été entraîné dans un contexte émotionnel qui a été fabriqué par l'État islamique, etc. Et quelque part, s'il n'y avait pas eu ça, il ne serait probablement pas passé à l'acte. Pas comme ça, en tout cas. Donc, quelque part, ça a un rapport avec le contexte. Maintenant, ça ne nécessite pas qu'il ait sa carte de membre de l'État islamique. Donc, ce n'est pas lié à l'État islamique. Ça, j'en ai la conviction, mais c'est quand même à cause de l'État islamique, en tout cas de cet éther émotionnel qui a été vaporisé, qu'il est passé à l'acte. Ça, c'est ma conviction. Après l'attaque, une enquête est menée pour trouver d'éventuels autres responsables. Agents pénitentiaires, directeurs, services de renseignement et toutes les personnes concernées par le dossier sont longuement interrogées. C'est toujours compliqué de dire qui est responsable. Et donc, je pense qu'il y a une petite part de responsabilité qui incombe à une série d'acteurs différents.
et le fait de renvoyer la balle n'est certainement pas une solution porteuse en termes de construction et de réponse positive. Monsieur Herman, il ne pourra jamais répondre de cette culpabilité et je ne sais pas si ça modifierait des choses de trouver les responsabilités. Le fait qu'il soit mort, on ne saura pas réellement ce qui s'est passé dans sa tête. Donc ça laisse aussi un vide quelque part, ça laisse un vide sur ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce qu'on aurait pu éventuellement faire ou pas, qui en serait responsable ou qui porterait aussi cette responsabilité. Et dire simplement à un certain moment, on ne sait pas. On n'a pas su et malheureusement, voilà, ça arrive. Aujourd'hui, l'organisation du groupe terroriste État islamique semble déconstruite. Depuis la chute de leur dernier territoire en Syrie en mars 2019, le mode opératoire des attaques terroristes islamistes en Europe a changé. Alors, faut-il craindre de nouveaux attentats ? On pourrait à nouveau tomber sur quelqu'un qui commet un acte isolé, peut-être pas de manière organisée comme on l'a connu en 2015 et en 2016, mais les actes isolés peuvent évidemment toujours avoir lieu et ces actes isolés sont extrêmement difficiles à détecter et à prévoir. Dans les prisons, quand bien même on reçoit une sensibilisation à un certain nombre de phénomènes connus, il faut quand même qu'on soit attentif à cette évolution d'un terrorisme individualisé au quotidien. On voit se développer tout autour de nous le terrorisme d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et je crains que ces questions vont encore, je dirais, persister pendant des décennies. Dès lors, je pense que ça prend du temps, mais on devra trouver des solutions. Et des solutions, il en existe pour anticiper de nouvelles attaques du même genre. Elles sont proposées à différents niveaux. Pour les prisons, ce qu'il faut, c'est un vrai service de renseignement dans les prisons, qui utilise des méthodes de service de renseignement, comme en France, des écoutes, des infiltrations, etc. Et ça, apparemment, ça n'a pas une solution qui a été rejetée directement par le politique et par les services de renseignement, qui ont estimé que ce qui était mis en place actuellement suffisait. Je sais pas, organiser plus d'activités, donner la chance aux personnes. C'est comme moi, on m'a condamné à 5 ans de prison, on m'a retenu jusqu'à 1 an et demi de fonds de peine. J'ai pas eu cette chance de me dire, voilà, j'ai fait 2 ans, j'ai 3 ans dessus de ma tête. Non, pour une réinsertion, c'est difficile. La solution, c'est difficile à trouver. D'ailleurs, il ne faut pas me parler de réinsertion. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. On est toujours sur quelque chose qui est de l'ordre de la ségrégation, de la différence, de l'exclusion. Donc l'intégration dans la société, elle reste difficile. Et il y a vite des étiquettes, on a vite des représentations. Et dès qu'il y a quelque chose, il faut noter le comportement, repérer des signes. Je pense qu'accepter et intégrer un ensemble de différentes cultures, de religions, d'essayer de les comprendre et de s'informer, ça pourrait s'instaurer dans le milieu carcéral. Je pense qu'il y a une question de communication peut-être avant tout entre les différents partenaires et c'est toujours facile de faire une lecture rétrospective de la situation, mais ici je pense que le fait d'avoir un échange d'informations continu entre les différents partenaires, qu'il s'agisse de la sûreté de l'État, de l'administration pénitentiaire, de l'administration centrale vers les établissements pénitentiaires, permettrait aussi de faciliter clairement donc, les choses. Maintenant, à nouveau, le risque zéro n'existe pas. Vous pouvez avoir, je veux dire, toutes les précautions qui sont mises en place et néanmoins tomber sur quelqu'un qui est passé au travers des mailles du filet. Un congé pénitentiaire, c'est toujours une prise de risque pour limiter le risque zéro. Il ne faut pas laisser les détenus sortir. Mais à ce moment-là, ce sont des individus qui resteront en prison jusqu'à la fin de leur peine et c'est certainement pas la meilleure solution pour en faire des personnes à réinsérer dans la société. Je pense qu'il ne faut pas toujours chercher midi à 14h. Utilisons les moyens dont on dispose déjà, parce qu'ils sont déjà importants. Et n'imaginons pas que parce qu'on va mettre des millions sur la table, on va régler les problèmes de manière simplifiée. Si la vie à Liège a aujourd'hui repris normalement, cet attentat a marqué les Liégeois. Il reste des interrogations à plusieurs niveaux. Le manque de projection et de réinsertion lors de ses précédentes sorties a-t-il poussé Benjamin Herman à commettre l'irréparable ou était-ce dû à ses contacts avec des détenus considérés comme dangereux? Ces questions ne trouveront jamais de réponse complète, mais une chose est sûre, il reste des failles dans la détection de la radicalisation en prison.